Monsieur Hamel, tantôt on a parlé d'historique en dehors des angles. J'aimerais ça nous en parler un petit peu parce que vous étiez dans le feu de l'action à cette époque-là, quand justement on parle dans le fond, il y avait des clubs et ça s'est remis en ZEC, pas tout de suite. Parlez-nous de comment ça s'est fait. Bien, ce que les gens ont appelé à l'époque l'opération gestion faune. Oui. Là, on est en 1977. Le 22 décembre 1977, M. Duhem, qui était ministre à l'époque du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, a fait une déclaration en Chambre pour annoncer la fin des clubs privés. En fait, c'était le 4e déclubage. Okay. Parce que si on prend l'exemple de la réserve de Portneuf, c'est aussi une opération de déclubage, mais qui a eu lieu avant. De mémoire, ça a eu lieu en 69 ou 72, je ne me souviens pas vraiment. Là. Okay. Donc, il y a eu 4 opérations de déclubage qui ont donné différentes formules, tantôt des réserves fauniques, tantôt rien, et la dernière, ce fut les ZEC. Okay. Donc, le ministre a fait son annonce, et le 31 mars de 1978, les droits exclusifs accordés aux clubs privés ont été annulés. Okay. C'est essentiellement ce qui s'est passé. Les clubs privés ont continué d'exister de façon corporative, si on peut dire. C'était une association de personnes qui possédaient quelques chalets. Ça existait toujours, mais le droit exclusif de chasse et de pêche qu'ils avaient n'existait plus. Okay. Et c'est là que le système ZEC a remplacé ces clubs-là. Ça s'est fait en 78 principalement, mais maintenant, il y a 63 ZEC de chasse et de pêche. Ça s'est étalé sur quelques années, la mise en place. Et en 1980 est arrivé aussi les ZEC de pêche au saumon, parce qu'il y a eu un petit écart, là, parce que pêche au saumon, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Puis aussi, il y a des associations ou des groupes qui avaient des droits de pêche sur certaines rivières. Ça, c'était plus compliqué un petit peu. Mais c'est comme ça qu'est apparu donc la ZEC de la Rivière-Blanche en 1978, où il y avait un certain nombre de clubs, je ne peux pas dire exactement combien. Vatican-Nelson aussi est arrivé en même temps. Là, Puis pourquoi Rivière-Blanche? C'est une rivière importante ici? J'étais pas ici à l'époque. Ici, la rivière qui est à côté de nous, c'est la Rivière-Blanche. Okay. Fait que j'imagine que ils ont pris ça parce que c'est une des rivières importantes. Puis c'était à ce moment-là peut-être la rivière la plus accessible. Okay. Parce qu'au nord, il y a la rivière aux Éclairs qui est aussi une rivière importante. Mais dans ce temps-là, c'était pas vraiment très accessible. C'était l'ancien club Triton qui était dans cette partie-là. Fait que les gens qui allaient là, c'était plus rock'n'roll, comme on dit un peu, là. Puis comme l'association qui gère la ZEC, parce que la ZEC, c'est un territoire. C'est une association, une corporation sans but lucratif qui gère ça. C'est l'association sportive Miigwech. Pourquoi Miigwech? J'imagine c'est à cause de la rivière Miigwech qui sort d'une autre partie de la ZEC. Là. Je présume que c'est ça à l'époque. Pour les plus vieux qui nous écoutent, peut-être dire quelques noms de clubs. Là, il y a le club Triton. Y avait-tu un club Miigwech aussi? Il me semble que oui. Je sais pas le club Miigwech. Il y avait le club Railroad qui appelait, le club Jacques-Cartier. Il y avait mentionné le club tantôt. Bien, ici, c'était le club BPF. Je sais parce que j'y suis installé présentement. Là. Mais moi, je connais pas. Je n'étais pas de la région à ce moment-là. Fait que je connais pas les noms. Surtout Triton, qui était le gros club là, dans le coin. Oui, tout à fait. Puis il y avait les clubs des chemins de fer qui suivaient la traque qui sont sur le bord de la rivière Batiscan là, aussi. Oui, c'est vrai, vous avez eu le chemin de fer qui passe sur votre territoire. C'est ça. Ici, la rivière Batiscan, c'est la limite de la ZEC. La rivière est à l'extérieur de la ZEC, mais c'est notre limite ouest. Et de l'autre côté, c'est la ZEC Janotte. Okay. Donc, la ZEC Rivière-Blanche, la ZEC Janotte sont séparées par le Batiscan, qui est territoire libre, et la voie ferrée suit la rivière Batiscan, mais de l'autre côté. Okay. C'était l'accès à l'époque de plusieurs clubs. D'ailleurs, il y a toutes sortes de petits îlots privés, comme Fallery-Baudette, comme Miigwech, etc. Je ne les connais pas tous. Et c'était souvent des accès, des zones de stop où les gens débarquaient pour accéder à leur club, incluant le Triton.
Tantôt, vous m'avez dit quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais passer la parole à Joël pour celle-là. C'est que vous avez aussi 2 bassins versants importants. Puis en plus, on parle de la Batiscan qui est à côté. Alors, vous avez comme 3 bassins versants sur votre territoire. Donc, j'imagine que vous faites affaire autant avec la CAPSA que la CBJC là-dedans? La CBJC, on n'y touche pas parce qu'on n'est pas sur le bassin de la rivière Jacques-Cartier. Même si on touche à la MRC de la Jacques-Cartier, on n'est pas dans le bassin de la rivière Jacques-Cartier. En le fond, nous autres, on touche à principalement notre bassin versant, notre territoire situé sur le bassin versant de la rivière Batican-Nelson. La rivière Batican, excusez-moi. Ouais. Puis un peu de la partie sud qui touche à la rivière Sainte-Anne. OK. Donc, vous avez vraiment ces 2 bassins-là que vous vous occupez. Les 2 bassins principaux, oui. OK. Puis j'imagine que justement, on parlait de la CAPSA qui vient vous aider. Est-ce que justement, ces organismes-là, ils peuvent venir faire des interventions ici en collaboration avec vous autres? Un peu plus au niveau de la CAPSA, dans le fond, qui sont venus voir pour certains projets en particulier. Mais oui, c'est pas impossible que justement que les organismes, là, on essaie justement de garder un esprit comme un peu plus communautaire puis d'avoir la collaboration de ces organismes-là qui ont une expertise bien souvent dans plusieurs domaines. On a avec la CAPSA, comme je disais tantôt, un projet commun qui est tout le travail qu'on fait au sein de la TAPGIR sur essayer de limiter l'impact de la voirie forestière sur l'habitat du poisson. Eux le prennent sur la qualité de l'eau. C'est leur mission. Nous, c'est la qualité du poisson, mais finalement, c'est la même chose, là. Donc, on est complices, si je puis dire. Je dis ça positivement, là. On a exactement le même discours au sein de la TAPGIR et ils utilisent, eux, le territoire, ici, comme le territoire de Batican-Nelson, comme endroit pour venir valider certaines théories, puis venir nous aider à voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer certains ponceaux, puis ils ont des projets de leur côté aussi qui sont très intéressants, que je vais les laisser développer, là, même si j'aimerais en parler. J'aimerais aussi, on avait dit ici qu'on parlerait aussi du conseil d'administration. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la gestion. Je pense qu'il y a une assemblée générale annuelle, tout ça. Puis justement, vos membres, ils vous gardent dans votre mission, là. On parlait tantôt de la mission, justement, de garder ça pour les poissons, puis garder ça aussi pour la villégiature le plus possible. Alors, parlez-nous de ça, cette mission-là. Bon, les EC sont gérés par des organismes à but non lucratif. Des organismes formels, formés en vertu de la 3e partie de la loi des compagnies. Donc, on a un conseil d'administration élu démocratiquement lors d'une assemblée générale. Donc, annuellement, on tient une assemblée générale qui a lieu normalement au printemps. Et c'est là qu'on a l'opération vote. L'opération adoption des règlements, parce qu'on est un organisme à but non lucratif, mais qui a un pouvoir réglementaire, ce qui est assez unique au Québec. Les pouvoirs réglementaires, ça existe au gouvernement, dans les municipalités, les commissions scolaires et les EC. Point. Donc, il y a certains règlements qui doivent être adoptés, bien, sont adoptés par le CA, mais approuvés aux 2 tiers par l'Assemblée générale. Donc, c'est une réunion très importante. Et au niveau du CA, de la ZEC de la Rivière-Blanche, bien, c'est un CA, je dirais, assez dynamique. On a des juristes, on a des biologistes, des ingénieurs forestiers, des gens qui sont en formation pour la conduite de gros véhicules, des spécialistes en mécanique, etc. Fait que c'est je dirais, un CA assez efficace. Puis, on est tous convaincus de la même chose. Notre mission, c'est maintenir, perpétuer la pratique de la chasse et de la pêche dans le temps. Puis, dans le fond, c'est tous des propriétaires. À chaque fois que quelqu'un est propriétaire ici, il devient membre de votre CA, c'est ça? Non, ça n'a aucun rapport. Okay. La villégiature, c'est un... Comment je pourrais dire ça gentiment? C'est un phénomène qui est arrivé en même temps que le déclubage. Okay. Ici, il y a 300 chalets, donc 300 propriétaires ou regroupements de propriétaires de chalets. Ces gens-là, généralement, sont membres de la corporation parce qu'ils ont avantage à être membres de la corporation, parce que le fait d'être membre, ça te donne droit à des forfaits. Okay. Au lieu de payer à la journée, tu peux te prendre un forfait et c'est beaucoup plus avantageux économiquement parlant. Je dirais que probablement 100% des membres, des propriétaires de chalets sont membres. Okay. Donc, ça leur donne droit au forfait. Évidemment, ça leur donne droit de vote pour élire les administrateurs et tout ça. Mais n'importe qui peut être membre de la corporation. D'ailleurs, on a un administrateur qui est campeur. Ah, oui. Le vice-président de la corporation, M. Jean Letendre, c'est un campeur. Oui. Tout à fait, tout à fait. Il y a une autre administratrice que c'est son père qui a un chalet. Elle n'en a pas. Même il y a 2 administratrices, que c'est les filles de 2 propriétaires de chalets. C'est sûr que les propriétaires de chalets, de par leur captivité, entre guillemets, sont des gens qui fréquentent beaucoup le territoire.
parce qu'ils sont installés physiquement. Puis comme je le disais, la clientèle des ZEC, c'est une clientèle par définition autonome, parce qu'on n'est pas une structure de service. Mais il n'y a pas de lien, n'importe qui peut être membre, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui viendra juste faire de la pêche quotidienne ou qui vient juste pour la chasse à l'orignal une semaine par année, il est membre, il n'y a aucun problème. Il peut se demander à se faire élire sur le conseil d'administration. Et si l'Assemblée générale vote pour lui, bien, il devient sur le conseil. C'est tout à fait démocratique. Là. La villégiature n'est pas en lien avec la ZEC au sens fonctionnel. Mais dans la pratique, bien, effectivement, il y a des chalets. On ne les a pas voulus, on en a hérité, mettons. C'est ce qui rend la gestion des ZEC si complexe. Parce qu'on n'oubliez jamais que la différence fondamentale entre une réserve faunique et une ZEC, c'est la villégiature privée. Okay. Quand on y pense, là, excusez, quand on y pense, c'est carrément ça, là. Parce que la CEPAC loue des chalets, mais il n'y a aucun chalet privé là-dedans, là. Nous, on ne loue pas de chalet, ou à toutes fins utiles pas dans les ZEC, là, mais c'est parce qu'il y a 11 000 chalets privés dans les 63 ZEC, là. 11 à 12 000, là, ça crée une gestion, mettons, un petit peu plus compliquée. Ouais, parce qu'il y a un phénomène d'appropriation du territoire qui en découle. C'est mon lac, mon territoire de chasse, etc. Là. Fait que gérer une ZEC, c'est pas facile. Vous avez de la job à faire. Ça n'est pas facile, mais pas du tout. Et c'est une gestion qui est dangereusement encadrée. Okay. Parce qu'il y a un règlement du gouvernement qui nous encadre, il y a un protocole d'entente, et il y a toujours le spectre du retour au club privé qui n'est pas disparu. Là. Fait que j'ai toujours eu l'impression que le gouvernement avait comme pas une confiance aveugle envers certaines ZEC ou envers les ZEC parce qu'ils ont toujours peur de la réappropriation. Okay. Puis ils n'ont peut-être pas entièrement tort dans certains cas. Alors, malheureusement, il faut quitter votre beau coin de pays. On va aller faire un petit tour à un autre beau site pour terminer l'émission. Ça a l'air que vous avez une belle chute à nous montrer. Fait qu'on va aller voir ça. La grande chute. Alors, on termine cette belle émission dans la ZEC de la Blanche. Alors, je suis encore en compagnie de mes invités et on va justement, avant de parler de ce qu'il y a en arrière de nous, j'aimerais qu'on fasse un petit retour avec quelques images qu'on a prises tantôt de vos bureaux parce que vous êtes en transformation, on a vu un nouveau bâtiment. Il y a des gens qui restent là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout ça. Là. Je ne sais pas c'est quel des deux, là, mais... Bien, je peux y aller pour le début. Oui. Comme on disait, c'est que la ZEC a une caractéristique, étant donné qu'on est plus loin des centres que les autres, on doit héberger le personnel. Okay. Ce qui fait que, comme on doit héberger le personnel, ça nous prend des équipements, des bâtiments pour les abriter.
Et on a dû déplacer les gens qui occupaient l'ancien poste d'accueil au lac Lorenzo, qui était au début de la ZEC, parce que lorsque le chemin principal a été refait par les forestiers, hop, tellement bien fait d'ailleurs, comme la blague que je leur fais souvent, il est tellement bien fait qu'il sèche très vite, ce qui crée une poussière et ça devient absolument inhabitable, là. Donc on a dû reconstruire un bâtiment au Lac Pauvre, qui est notre centre opérationnel, et on a dû le reconstruire même à 100 ou à peu près avec nos moyens, parce que comme c'était à des fins internes, c'était pas subventionnable. OK. Il y a la MRC de Portneuf qui a contribué au volet fosse septique, mais c'est tout. Fait que c'était une attaque assez spéciale dans le budget, et le réaménagement n'est pas terminé. Joël va vous expliquer ça. Oui, ça, les restes des bâtiments, dans le fond, qu'on veut tout déplacer pour avoir une zone d'habitation pour les employés. Justement, comme nos employés restent, dans le fond, pour des séjours de 10 jours consécutifs, puis après ça, qui partent pour 4 jours de congé, on veut essayer d'avoir un endroit comme plus tranquille, pour que ce soit plus comme habitation. Dans le fond, pas nécessairement un campement de travail où ce que tu es direct à côté du site où on travaille, justement, pour séparer le travail un peu de l'habitation. Fait que ça, là, il reste des bâtiments à déplacer là pour, comme justement, regrouper ce secteur-là. Et on va faire un chemin aussi de contournement parce qu'actuellement, il y a une route qui passe carrément à travers ces bâtiments-là. Fait qu'on a les autorisations requises pour faire un chemin de contournement. Et on veut aussi prolonger nos opérations parce que là, en 2016, surprise, la chasse aux cerfs de Virginie va être ouverte. Oui, c'est vrai. Et ça, bien, ça se passe au début novembre. On avait déjà commencé à prolonger nos opérations, mais là, vraiment, on les prolonge de plus en plus. Puis en novembre, ça va être presque maintenant occupé à plein temps, ce qui fait que ça nous prend des bâtiments qui sont capables de subir le refroidissement sans que tous les tuyaux gèlent et compagnie, là. Fait que c'est des gros travaux qui n'étaient pas nécessairement prévus il y a quelques années, là. Alors ici, on est devant un de vos joyaux. C'est pour ça qu'on ne l'a pas présenté tout de suite. Vous allez voir des images, c'est de toute beauté. C'est une chute que, justement, il y a un sentier aménagé pour venir le visiter, là. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la Grande Chute. C'est l'émissaire des lacs du Grand Lac Vatican et du lac à Moïse, qui se jette dans ce qu'on appelle la rivière aux éclairs, qui est ici, et qui se dirige vers la rivière Vatican, qui est responsable d'à peu près 95 de notre bassin versant de ZEC, là. Puis là, ben, c'est connu un petit peu. Vous avez mis un affichage en avant, mais vous peut-être l'aménager un peu plus, là. Oui, ça, éventuellement, ça fait partie des projets, peut-être éventuellement, d'améliorer justement ces accès-là à des sites qui sont d'intérêt comme ici, là. Fait qu'on, c'est des projets qu'on regarde pour l'avenir, là. Et justement, parlant des projets futurs, de quoi on jase du côté de la ZEC de la Blanche ces temps-ci? Bien, un gros projet qui est très récent d'ailleurs, qu'on est en train de travailler avec le Centre d'expertise hydrique notamment, c'est le lac des Passes, le Grand Lac des Passes, qui est un lac de 12, 13, 14 km de long, qui, lorsque le chemin, parce que toute la partie nord de la ZEC, c'est des nouveaux chemins, lorsque le chemin a été fait en 2005 à peu près, il y avait une ancienne structure qui avait servi pour la DRAV dans les années 50, je ne sais pas trop. Puis, lorsqu'ils ont installé les 5 ponceaux qui constituent la structure de traverse, ils ont baissé le niveau d'eau, ce qui fait qu'il y a des structures fauniques qui sont maintenant à sec. Il y a des passages entre des parties de lac qui ne se font plus. Probablement que les frayères en lac aussi ont été endommagées, ce qui fait que la qualité de pêche a baissé. Et là, on est en train de vouloir rehausser le niveau au niveau où il était normal depuis au moins 50 ans, 60 ans, là. Fait que ça, c'est un très gros projet qu'on a en cours, mais on commence là-dessus, là. Sinon, au niveau des projets aussi, on a les projets, dans le fond, la phase 2 de ce qu'on a fait cette année, qu'on a commencé avec les projets de frayères en lac. Là, on a dressé un topo assez exhaustif cette année. Là, on va spécifier des secteurs qu'on veut aménager. Puis l'année prochaine, ça va être l'étape d'aller aménager ces endroits-là. Mais dans le fond, ce que vous voulez garder aussi, parce que dans le fond, un des gros projets dans le futur, c'est de garder votre quiétude, garder l'atmosphère qu'il y a de votre ZEC aussi, qui est intéressante. Oui, tout à fait. On veut que ça demeure un territoire qui répond à sa mission, qui est un territoire de chasse et de pêche. Donc, assurer que la qualité de pêche de chasse va se maintenir pour la relève, parce que lorsque les jeunes sont initiés de façon intéressante à ces activités-là, ils en tombent tous amoureux à toutes fins utiles, là. Mais ça demeure des activités compliquées, réglementées, dispendieuses, ce qui fait que les ZEC, à mon sens à moi, constituent le plus beau bassin de relève qu'on a, parce que le défaut
de la clientèle captive qu'on a est aussi un avantage lorsqu'on parle de relève, parce que ce sont des familles qui sont dans les ZEC. Et le meilleur creuset de relève, bien, c'est les familles. Les jeunes qui pêchent avec leurs parents, leurs oncles, leurs grands-pères et compagnie. Et cette année, d'ailleurs, on a eu une nouvelle définition de la mesure familiale. Tous les jeunes de moins de 13 ans qui accompagnent un titulaire de forfait de pêche pêchent gratuit. Que ce soit l'enfant, le petit-fils, l'ami, le cousin, c'est pas important. Une personne qui a un forfait familial peut amener n'importe quel jeune pêcher sans frais, en autant qu'il n'y a pas moins de 13 ans. Vas-y, Joël, aussi, la conclusion. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on veut garder ça justement accessible le plus possible à tout le monde. On ne veut pas développer la ZEC, continuer d'offrir le plus possible pour nos membres en gardant justement cette qualité-là de pêche, de quiétude puis de chasse. Alors, un gros merci pour cette visite. C'est sûr qu'on aurait aimé ça aller voir le Grand Vatican. Ça a l'air que c'est de toute beauté, mais c'était un petit peu loin pour la durée qu'on avait pour être ici. Mais vous avez vraiment un beau coin de pays, puis on vous souhaite de le garder en santé puis en pleine forme, puis avec beaucoup de belles pêches et de belles chasses pour les prochaines années. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au plaisir. Et un dernier petit point, la ZEC se fait un point d'honneur d'être partenaire avec les gens de la région au niveau des aspects commerciaux. Au maximum, on va faire affaire avec les gens du milieu. J'allais l'oublier, très important. Un gros merci. Merci à vous. Merci.